Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement organisé par l'Alliance française de Miami Métro. Je crois que vous êtes nombreux à ne pas me connaître. Je m'appelle Isabelle Leroux, je suis la présidente de l'Alliance française de Miami Métro. J'ai eu l'honneur de succéder mi-mars à Patricia Bonnat. Patricia Bonnat qui bien sûr reste au conseil d'administration et qui est à l'origine de cet événement dont j'ai eu l'honneur d'hériter puisque c'est elle qui l'a organisé. Et Marie-Laure, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vais leur passer la parole, mais avant tout, je voudrais vous dire quelques mots sur l'Alliance. Nous sommes dans notre building, puisque nous sommes au 21e étage. Vous savez que nous avons deux missions, promouvoir la langue française et la culture francophone. Nous sommes un centre de langue, nous enseignons le français pour les adultes, pour les enfants, en personne, en ligne, en groupe, en privé, tout niveau. Donc vraiment, adressez-nous à vous, quels que soient vos besoins en français, ou si vous connaissez des gens qui ont des besoins en français. Nous avons également tout au long de l'année un riche programme culturel qui bien sûr s'adresse à nos étudiants mais aussi à vous tous qui êtes là ce soir, étudiants ou pas étudiants. Du coup, je vous invite également à nous rejoindre en tant que membres, c'est très important pour nous. On est une vraie communauté, la communauté Alliance française de Miami. Et c'est très important pour nous de vous voir là réunis. Nous aurons plein d'autres rendez-vous tout au long de l'année. On en a un autre le 5 juin. Nous parlerons des abeilles. Et là, il y a tout autre sujet, mais nous parlerons d'environnement, nous parlerons de nature. Et c'est un jeune entrepreneur qui viendra vous parler de son travail avec les abeilles. Donc le 5 juin, et ce sera ici même dans cette salle. Et il y aura plein d'autres événements à venir. Je vous invite à consulter notre website, il y a toutes les informations. L'Alliance est aussi une équipe. Donc ce soir, il y a de nombreuses personnes de notre équipe. Il y a Dominique Scobry, notre directeur exécutif, Elisabeth de Gouzel, notre coordinatrice pédagogique, Stéphanie, qui est professeure à l'Alliance française et qui est aussi en charge de la communication pour nous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Je vous retrouve juste après l'événement. Bonsoir Marie-Laure Buisson, bonsoir. Donc, lorsque nous nous sommes rencontrés, je me suis dit c'est absolument incroyable parce que le premier parcours de femmes, qui était un programme de l'Alliance française, créé par l'Alliance française, c'était la femme combattante. Donc, je me suis dit, il y a un signe. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y a un signe? Eh bien, il y a un signe parce que l'autrice que nous recevons ce soir, je dis bien l'autrice, a écrit ce livre qui s'appelle « Femmes combattantes ». Mais ce n'est pas le livre que vous avez acheté et pour lequel vous êtes venu ce soir. C'est le premier livre. C'est le premier livre, qui est un livre assez exceptionnel aussi et que je vous invite à lire et à parcourir et à connaître, à en faire connaissance. Donc, nous l'avons dit, ce n'est pas un parcours de femmes que nous présentons ce soir. Et d'ailleurs, ce n'est pas une femme, ce va être 6 femmes que Marie-Laure va vous présenter. Mais d'abord, je crois que vous avez eu à l'entrée la biographie de Marie-Laure, qui est absolument incroyable et exceptionnelle. Donc, je vais essayer de vous la résumer, mais pour cela, il va falloir que je la lise parce qu'elle est tellement incroyable et tellement longue aussi. Pourtant, vous êtes si jeune. Alors, vous êtes avocate d'affaires dans la lignée d'une famille de juristes, mais très vite, on comprend que vous n'êtes pas tellement du genre à suivre un chemin tout tracé. Vous prenez un virage très fort, vous devenez déléguée générale adjointe de la Fondation Veolia, et là, vous mettez vos compétences au service de la solidarité et du développement humain, et ça vous mène absolument aux 4 coins du monde. En Afrique, vous soutenez des hôpitaux, en Amérique latine, avec des programmes pour remplacer les cultures de coca. En Asie, vous travaillez sur la nutrition d'enfants vivant dans des conditions extrêmes. Et puis, vous découvrez le monde militaire. Vous êtes sélectionné pour suivre le prestigieux cursus de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Aujourd'hui, vous êtes légionnaire de première classe d'honneur, colonel dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air et marraine du 4e régime étranger, dont vous êtes très fière. Oui. Et vous avez raison d'être très fière, ce n'était pas arrivé depuis 1943. Vous avez été aussi décoré chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Depuis 2018, vous vous consacrez à votre propre fondation, la Fondation Marie-Laure Buisson, qui vient en aide aux blessés de guerre et aux minorités opprimées qui ont combattu aux côtés de la France dans des conflits récents. Mais ce soir, c'est l'écrivaine que nous accueillons. Donc après Femmes combattantes, que j'ai mentionné, qui était paru en 2022, où vous retracez la vie de 7 femmes héroïques de notre histoire, vous revenez avec Espionne, qui est publié à nouveau, et vous êtes fidèle aux presses de la Cité. Et nous avons bien hâte de découvrir ces 6 femmes espionnes. Merci.
Alors d'abord, je suis très touchée que vous soyez tous venus me voir ce soir. Le fait que vous vous déplaciez pour venir parler, pour venir entendre parler de ces espionnes, je trouve ça assez formidable. Et vous allez voir, elles ont des vies et des destins incroyables. Alors ce que je voulais vous dire au tout début, c'est que d'abord, les espionnes ont toujours existé, et ça depuis la nuit des temps. Et la première espionne dont on entend parler, c'est, figurez-vous, une aïeule de Jésus. Alors, ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai, c'est Rahab, elle s'appelle Rahab, R-A-H-A-B, dans la Bible. Et c'est elle qui est en fait à Jéricho. Elle fait rentrer des hommes qui sont des hommes de Jéricho, qui à l'époque est tenu par les Canaans, les païens de Canaan. Et elle fait rentrer des hommes de Josué, qui lui est un soutien du royaume d'Israël. Elle les fait rentrer, elle leur donne des informations sur la ville, elle leur explique comment conquérir la ville. Et ensuite, c'est grâce à elle que Josué pourra conquérir pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit évidemment dans les Saintes Écritures, pourra conquérir la ville. Mais des espionnes, il y en a toujours eu. On se souvient, par exemple, dans les lieux de pouvoir, on se souvient que le cardinal de Richelieu et également le cardinal de Mazarin avaient l'habitude de placer dans l'entourage des reines des dames d'atour. Vous savez qu'elles avaient toutes des dames d'atour qui étaient là pour les aider à se vêtir, les aider à passer du bon temps pendant la journée, jouer avec elles, c'était un peu leur compagne. Eh bien, ils plaçaient des espionnes systématiquement pour savoir ce que la reine pensait et ce qu'elle avait au fond de sa tête et pourrait s'immiscer un peu dans le couple royal. On se souvient tous évidemment de Milady aussi, vous vous souvenez, vous avez lu les mousquetaires, voilà, les 3 mousquetaires, donc l'espionne Milady qui était assez terrible et parfaitement retors. Et puis évidemment, dans toute l'histoire, vous avez tous des exemples impressionnants, enfin des exemples nourris de toutes ces espionnes. Il y en a eu pendant toutes les guerres. Est-ce que vous vous souvenez d'espionnes particulières qui vous ont marqué, par exemple? Moi, je me souviens, évidemment, tout le monde se souvient de Mata Hari, ça c'est clair. Mais Mata Hari, j'en ai pas parlé dans mon livre, évidemment. Parce qu'elle était trop connue, donc je ne voulais pas en parler. Moi, j'ai souhaité parler de femmes qui étaient beaucoup moins connues et qui avaient des profils tout à fait exceptionnels. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que les femmes, en fait, ont toujours été utilisées par le pouvoir en place pour obtenir des informations. Elles ont toujours été manipulées, ou alors elles ont accepté de travailler pour des pouvoirs en place. Mais celles que moi j'ai rencontrées récemment sont en fait des femmes, pour faire ce livre, sont des femmes qui, elles, étaient des vrais professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles se trouvaient dans un endroit particulier, à une place particulière qu'on les utilisait. Elles ont choisi ce métier du renseignement, elles ont choisi de faire ce métier, elles ont choisi de rentrer dans ces agences de renseignement, dans ces centrales de renseignement pour devenir des spécialistes. Voilà. Pendant des siècles, pendant des années, c'est parce que telle femme était travaillait dans un cabaret, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale. Certaines femmes travaillaient dans des cabarets où la Gestapo venait tous les soirs s'arsouiller, boire des verres. Alors évidemment, on recrutait ces femmes-là, Joséphine Baker et d'autres, pour leur dire « va à la table des Allemands après ton spectacle et avec tes plumes, ton décolleté et ta séduction merveilleuse, tu pourras obtenir des renseignements stratégiques sur l'armée allemande et la disposition des positions allemandes. Ces informations seront nécessaires pour les Alliés. » Et c'est ce que ces dames faisaient. Mais c'était grâce aux plumes et aux paillettes attachées à leur destin, attachées à leur statut, que ces femmes-là opéraient. Donc c'était un petit peu, si je puis dire, l'occasion qui faisait larron. C'est parce qu'elles étaient actrices, c'est parce qu'elles étaient danseuses, c'est parce qu'elles avaient la possibilité de rencontrer ces hommes qui, en général des hommes, mais aussi des femmes, qui détenaient l'information qu'elles voulaient trouver. Bon. Mais ces femmes n'étaient pas forcément des femmes à paillettes, des femmes, vibrillonnantes, ce n'étaient pas forcément des danseuses. Par exemple, la France a utilisé beaucoup, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des femmes de ménage. Parce que les femmes de ménage allaient dans les ambassades, par exemple. Et c'est d'ailleurs une femme de ménage qui s'appelait Marie Bastian, qui un jour, en allant faire le ménage à l'ambassade d'Allemagne à Paris, a trouvé dans une corbeille un petit papier froissé
qu'elle a déplié, qu'elle a rapporté au deuxième bureau, qui était le nom des services secrets de l'époque en France, pendant la guerre de 1914-1918, juste avant, et elle a rapporté ce papier. Sur ce papier était mentionné le fait, en allemand, que l'ambassade d'Allemagne disposait d'un espion au sein de l'état-major des forces militaires françaises. Et c'est grâce à ce papier, ou plus exactement, pardon, à cause de ce papier, que le malheureux capitaine Dreyfus, qui on l'a su après évidemment n'était pas coupable, mais a été arrêté, puis condamné, puis dégradé, puis envoyé au bagne. Alors évidemment, il y avait un espion, ça c'est clair qu'il y en avait un, mais ce n'était pas lui et ils se sont trompés. Mais voilà, cette femme était utilisée évidemment parce qu'elle avait accès à des lieux stratégiques pour nous autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme je vous le disais, désormais, la grande différence avec notre époque, c'est qu'on ne choisit plus les espionnes en fonction de leur décolleté, si je puis dire. Ça n'est plus du tout comme ça. Maintenant, les espionnes sont des vrais professionnelles. Celles que j'ai rencontrées, et j'en ai rencontré, sont des grandes professionnelles. Elles sont fascinantes. On rencontre des femmes qui sont ingénieures en armement. Moi, j'en ai rencontré. Des femmes qui parlent plusieurs langues rares. Mais quand je vous dis rare, c'est rarissime. J'ai rencontré au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, voilà, moi je parle 7 langues rares. Je lui dis, mais lesquelles? Alors elle me dit, mais je parle plusieurs patois d'Afghanistan, aussi certains patois de la frontière avec l'Iran et d'autres patois. Et cette femme-là, alors elle me dit, alors je parle le ourdou du Waziristan. J'ai ri parce que déjà je me disais mais où est-ce déjà le Waziristan? Puis après je me souvenais que c'était les zones tribales à la limite entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est là où on a arrêté Ben Laden, à Abbottabad, vous voyez, c'est dans ces zones-là à peu près, et pas loin. Et donc elle me dit je parle le ourdou du Waziristan. Alors je lui dis bah, c'est formidable. Elle me dit oui mais attention, avec l'accent de Miram Shah. C'était très drôle parce qu'elle était très très fière d'avoir l'accent de Miram Shah. Eh bien cette femme, elle est assignée à une tâche très particulière, elle évidemment et d'autres, c'est qu'elle écoute toute la journée, elle est agent au sein de la DGSE, elle écoute des conversations qui sont captées par nos satellites de djihadistes actuels qui préparent actuellement des attentats et qui évidemment discutent entre eux et ne savent pas, ne se doutent pas qu'ils sont écoutés, et elle est capable de comprendre ce qu'ils disent en temps réel, de faire une traduction et de donner les informations qui nous intéressent, nous autres Français, et d'orienter nos capteurs vers des bonnes sources et vers des gens qui sont capables de nous procurer une information intéressante. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la grande chance de rencontrer des femmes de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure française, donc tout ce qui s'occupe de la sécurité à l'intérieur de l'Hexagone, et de la DGSE. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le Bureau des légendes? La série Le Bureau des légendes. Ben voilà. Alors, le Bureau des légendes, c'est un bureau particulier au sein de la DGSE où on recrute des gens qui vont changer d'identité. C'est-à-dire que là, vous me voyez, je m'appelle Marie-Laure Buisson, je suis autrice et je suis colonel de réserve dans l'armée de l'air, je suis marraine de la Légion étrangère. Et bien demain, je vais m'appeler Valérie Dupont, je serai architecte et je serai de nationalité canadienne et je serai québécoise. Voilà. Et bien ça s'appelle être sous légende et j'ai rencontré des femmes comme ça. Et la première que j'ai rencontrée, que j'ai vu arriver dans une pièce, donc quand je suis arrivée à la DGSE, évidemment j'avais le cœur qui battait, vous imaginez que c'est pas tous les jours que... en réalité, on n'a jamais le droit de les rencontrer, c'est impossible. C'est même presque impossible de passer la barrière et de passer... comment dirais-je, oui, de se faire accepter par la DGSE. Mais je pense que du fait de mon CV, si je puis dire, et voilà, donc j'ai été autorisée, ce qui est rarissime, par la DGSE à rentrer dans leurs murs. Alors vous arrivez, donc évidemment, on vous fouille de la tête aux pieds, on vous retire tout ce qui peut être électronique, les iPads, les téléphones, les trucs. Puis ensuite, j'ai attendu 1 heure dans une pièce complètement grise, avec des caméras qui me regardaient, comme dans les films. Il y avait une table, il y avait 2 chaises, et puis j'attendais toute seule. Et puis tout d'un coup, j'ai vu rentrer une charmante dame qui avait une 40aine d'années, blonde, charmante, qui m'a dit « Bonjour, je m'appelle Nathalie ». Évidemment, elle ne s'appelait pas Nathalie,
vous vous en doutez, mais c'était une façon de se présenter. Et puis elle s'est assise et en s'asseyant, elle a fait tomber sur la table comme ça une plaque de chocolat noir, vous savez, Lindt à 85%, vous voyez, chocolat bien, machin. Et je lui dis, vous aimez le chocolat? Parce qu'il fallait bien que je trouve un moyen pour rentrer en conversation avec elle, c'est pas évident, j'ai une espionne devant moi. Elle me dit, oui, j'adore le chocolat, puis alors là, j'ai besoin de magnésium parce qu'alors, je rentre à peine d'une ex-république soviétique où j'étais sous légende en train d'opérer une mission pour laquelle j'avais été envoyée là-bas. Et alors évidemment, quand j'étais là-bas, j'ai trouvé un morceau de missile, un échantillon de missile balistique dans le cadre de mes recherches, du propergol solide, pour ceux qui sont un peu spécialistes de la chose, de l'armement. Donc j'ai trouvé un échantillon de leur dernier missile balistique et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le ramène en France à la centrale ou pas? Elle s'est posé la question. Elle l'a rapporté dans ses bagages, elle s'est fait arrêter à la douane, et à la douane, le douanier, un peu, vous voyez, avec une tête de douanier, j'espère qu'il n'y a pas de douanier ce soir, mais ils sont pas, vous voyez ce que je veux dire, bon, lui dit qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, un sang-froid extraordinaire, elle reste parfaitement normale, totalement sèche, moi je serais déjà en train de transpirer jusqu'au doigt de pied, mais elle pas du tout. Et elle le regarde, elle lui dit, mais vous savez, moi je suis cuisiniste, décoratrice, et regardez, comme c'était un espèce de morceau, vous voyez, un morceau comment dirais-je, de matériaux foncés, et de regarder, ça c'est un morceau formidable pour décorer mes futures cuisines à Paris, c'est un morceau fantastique pour faire les revêtements dans les cuisines, je suis décoratrice de cuisine et je rapporte ça que j'ai trouvé dans votre pays, donc nous allons faire beaucoup de business entre votre pays et le mien. Et donc le douanier a trouvé ça normal, et là voilà qui est reparti avec son échantillon de missile balistique qu'elle a redéposé le lendemain à la centrale boulevard Mortier, et là elle a vu son chef qui l'a regardé comme ça, il lui a dit, t'as rapporté ça? Il lui a dit, oui, j'ai rapporté ça. Mais tu sais ce qui te serait arrivé si tu avais été pris? Il dit non. Il dit, bah, au minimum, c'était la prison à vie, et plus vraisemblablement, voilà. Donc, elle me disait, tout ça pour m'expliquer pourquoi elle allait finir la plaquette de chocolat qui était juste devant elle, parce qu'elle avait besoin de reprendre un peu de magnésium pour se remettre de ses émotions. Donc, elles n'ont jamais peur, parce qu'on ne va pas raconter le livre, parce que tout le monde veut le lire, mais on en voit certaines qui, quand même, des fois, ont des sueurs froides, je pense. Si, alors ce que j'ai beaucoup aimé dans les rencontres que j'ai faites, c'est qu'en fait, et c'est ça qui est important, et ce que je voulais vous dire, les femmes que j'ai rencontrées sont des vraies femmes, à part entière. Elles ont des vies de famille, voilà. Je ne vous cache pas que la plupart sont en général mariées avec des gens qui font le même métier. Parce que c'est très compliqué d'être marié avec quelqu'un qui ne fait pas le même métier. Parce que quand vous faites partie d'une centrale de renseignement, quand vous êtes agent et que vous êtes espion, c'est très compliqué de rentrer chez vous, de ne pouvoir absolument parler jamais à votre conjoint de quoi que ce soit, et surtout du jour au lendemain de lui dire, bah, écoute, voilà, là maintenant je pars pour 3 semaines, et je peux pas, non, pardon, je pars en voyage, et je peux pas te dire combien de temps, et je peux pas te dire où je vais. Et ça, si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est du milieu et qui est dans la même configuration professionnelle que la vôtre, c'est très compliqué. Donc la plupart des femmes que j'ai rencontrées travaillent avec des gens qui font le même métier. Quand vous êtes espionne, vous n'avez pas le droit de parler autour de vous de ce que vous faites. Vous avez le droit de dire où vous travaillez à vos parents. Quand je dis parents, c'est papa, maman. Hein. À votre conjoint, c'est tout. Il ne faut pas en parler aux enfants parce que les enfants peuvent dire des bêtises à l'école. Voilà, c'est pas possible. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote après avec l'une de mes espionnes de la DGSI qui s'est retrouvée sur une base en Afghanistan. Je vais vous la raconter maintenant. Elle se retrouve sur une base en Afghanistan. Elle avait décollé avec des agents de la CIA depuis Paris, depuis une de nos bases en France. Je précise, tout ce que je raconte est 100% vrai. Tout ça sont des histoires qui sont 100% vraies, il n'y a rien de romancé. Donc elle avait décollé du GAM 56, qui est donc l'unité aérienne qui se trouve à Orléans, du service action de la DGSE. C'est là que les militaires du service action de la DGSE opèrent et sont capables d'embarquer en une nuit un agent, de le mettre dans un vol, le vol décolle et on le dépose quelque part pour les besoins d'une opération spécifique qui engage les intérêts stratégiques de la France. Bon. Elle avait décollé le matin même
de la base d'Orléans avec des agents de la CIA. Pourquoi? Parce que les Américains avaient prévenu les Français qu'il y avait un djihadiste, je vais faire simple, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, qui venait d'être attrapé par eux en Afghanistan, qui se trouvait sur la base de Bagram, qui est à 50 km pour ceux qui connaissent de Kaboul. Et ce type-là connaissait quelqu'un que les Français recherchaient depuis longtemps, qui était un peu notre Ben Laden à nous, vous voyez. Et donc ce type-là était capable de donner des informations stratégiques sur où était le type qu'on cherchait, qu'est-ce qu'il avait fait, par où il était passé. Pour nous, c'était très important. Donc instantanément, elle est missionnée, elle monte dans un avion, un Hercule C-130 avec les Américains de la CIA, elle part et la voilà qui se pose sur la base de Bagram. Plus exactement, d'abord à Kaboul, et ensuite il y a un hélicoptère américain noir qui vient les chercher et qui les emmène sur la base de Bagram. Alors, je vous passe les détails sur la description qu'elle m'a faite du voyage, qui était surréaliste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont posés sur la base de Kaboul, ils reprennent l'hélicoptère américain, et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, j'allais dire, business as usual en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 mollahs qui sont en bas avec leur habitude journalière. Vous, c'est de faire des courses ou d'aller au travail. Eux, c'est de tirer du mortier en l'air. C'est un peu leur business. Ils ne font que ça. Donc, en fait, elle m'a dit qu'elle était dans cet hélicoptère et que ça tirait du mortier dans tous les sens et que l'hélicoptère faisait ça pour échapper. Enfin, c'est surréaliste. Elle arrive là-bas. Elle rencontre le type en question qui était en fait le directeur d'une madrasa, d'une école coranique dans laquelle était passé un certain nombre de djihadistes qui étaient venus depuis la France en passant par la Syrie et par son école, à Zahedan. Zahedan, à la frontière, excusez-moi, entre l'Iran et l'Afghanistan. Ce monsieur s'est fait attraper et ce monsieur a pu donner des informations très intéressantes sur le type qu'on cherchait depuis longtemps, voilà, qu'on a arrêté in fine, à notre espionne en question, qui s'appelle Justine. Mais ce que Justine m'a raconté, c'est ce que je voulais vous dire, et qui est intéressant sur la vie de famille, c'est qu'en sortant de ces 8 heures d'interrogatoire avec cet homme, où elle était couverte de la tête aux pieds, parce qu'évidemment, ces gens-là ne veulent pas voir une femme, il faut qu'elle soit couverte, il faut qu'elle soit, vous voyez, les règles islamiques les plus ultra. Elle sort de là, et elle avait dit, en partant de chez elle à Paris, à la nounou qui gardait son fils de 5 ans, « Je pars dans le sud de la France parce que j'ai un congrès à Cannes. » Drôle de congrès. Et elle ne s'attendait pas du tout à ce que son téléphone portable, et le moindre, non, j'ai passé, c'est bon, et le moindre relais là-bas sur la base de Bagram. Sauf qu'en fait, son téléphone portable a borné à ce moment-là sur le réseau Etisalat des Émirats Arabes Unis. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, mais il y a un réseau assez puissant et il a borné à ce moment-là. Donc, elle a eu un certain nombre de barres qui se sont affichées et donc elle était joignable. Et à ce moment-là, son téléphone portable sonne. Elle venait de sortir de l'interview, de l'interrogatoire musclé avec le djihadiste. Elle était assise sur des cailloux sur cette base américaine et son téléphone sonne et elle entend « Allô, maman ?» Et c'était son fils de 5 ans qui l'appelait. Et là, il y a la nounou qui prend le téléphone et qui lui dit « Madame, je suis désolée de vous déranger à Cannes où vous êtes, mais enfin, votre fils a quand même aujourd'hui mordu son petit camarade à l'école. Donc, la maîtresse, la directrice de l'école voudrait que vous signiez un papier tout de suite pour dire que vous êtes d'accord pour qu'il ait une punition demain. » Alors, elle me dit, moi, j'étais couverte d'un hijab de la tête aux pieds. J'avais les types les plus dangereux du monde qui étaient à 20 mètres de moi dans le bâtiment Algeco avec les Américains juste à côté. Et j'entends ça. Et à ce moment-là, le Mollah Omar, qui est le fameux Mollah qui fait la guerre toute la journée aux Américains, à l'époque, quand les Américains y étaient, se met à tirer du mortier autour de la base de Bagram. Et son fils entend ça et dit « Maman, tu m'as menti, tu es dans une fête foraine, il y a des feux d'artifice autour de toi. » Et elle lui a dit « Oui, mon chéri, il y a des feux d'artifice autour de moi, et t'inquiète pas, un jour, quand tu seras plus grand, je te raconterai. » Et voilà. Et à ce jour, elle ne lui a toujours pas raconté, parce qu'il est trop jeune et trop petit. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas dire à sa famille ce qu'on fait, où on est, et
Et voilà, donc c'est une vie un petit peu particulière. Oui, c'est assez formidable. Moi, ce qui m'a touchée dans votre portrait, c'est que pratiquement toutes les femmes, vous montrez à un certain moment leur vulnérabilité. Et vous le montrez, c'est assez touchant. D'ailleurs, vous venez de le montrer, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, elle avait vraiment sa double vie, comme l'on dit, qui apparaissait, qui faisait surface. Et est-ce que vous n'aviez pas peur de les discréditer quelque part, en disant ces femmes, oui, elles sont comme nous toutes, elles sont aussi vulnérables? Non, je pense que, si vous voulez, ce qui était important pour moi, c'était de les raconter dans toutes leurs dimensions. C'est-à-dire que oui, bien sûr, ce sont des espionnes. Oui, bien sûr, ce sont des femmes qui vont dans des pays incroyables. Oui, bien sûr, ce sont des femmes qui arrivent à vivre des situations invraisemblables sous légende avec un faux nez, de temps en temps un faux nez, un faux visage. Elles sont voilées quand elles sont dans des pays islamiques. Elles sont rompues aux techniques de combat pour certaines. Elles sont rompues aux techniques de renseignement, de dissimulation. Donc, mais en même temps, ça reste des femmes. Elles ont envie d'être amoureuses. Beaucoup me l'ont dit. Il y en a qui sont seules et ça leur pèse. Elles aimeraient pouvoir raconter ce qu'elles font. Elles ne peuvent pas. Il y en a une qui m'a raconté, c'était extraordinaire. Christine de la DGSE, c'est le dernier portrait. Ça, c'est Justine, c'est elle. Enfin, c'est pas elle. Je vous dis la vérité, c'est pas elle. Ça, c'est une image de synthèse que j'ai complètement reconstituée, mais elle ressemble un petit peu à ça. Christine de la DGSE, elle m'a dit, moi, j'ai été seule pendant très longtemps. Et quand j'étais pas en mission, quand j'allais dans des dîners à Paris, eh bien, m'arrivait de rencontrer un joli garçon qui me plaisait. Donc, j'ai essayé de parler avec lui, évidemment. La première chose qu'un garçon vous demande, et inversement aussi, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et c'était atroce, parce qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle fait dans la vie. Donc elle me disait, non seulement on ne peut pas dire ce qu'on fait dans la vie, mais en plus de ça, on nous demande systématiquement de dire qu'on fait le métier le plus inintéressant de la Terre pour être sûr qu'on ne nous pose aucune question. Donc qu'est-ce qu'elle a dit ? Je suis expert comptable dans une entreprise de fabrication de nourriture pour chiens. Et elle m'a dit, ce soir-là, il y avait 2 femmes dans ce dîner. Il y avait moi et il y avait une espèce d'influenceuse ridicule avec des lèvres boursouflées et toutes refaites. Et qu'à partir du moment où je lui ai dit, je suis expert comptable dans une entreprise de nourriture pour chiens, il m'a tourné le dos, il a parlé à l'influenceuse et il est parti avec elle. Elle était désespérée parce qu'elle m'a dit, s'il avait su, une semaine avant, je sautais en parachute, vous le lirez dans le livre, je sautais en parachute au-dessus du détroit de Bab el-Mandeb, au-dessus de Djibouti, pour aller arraisonner un cargo iranien avec dessus de l'armement ex-soviétique russe qui est en train d'être convoyé pour des milices janjaouides au Darfour. Voilà ce que fait cette femme dans la vie et qui est absolument incroyable. Et elle est très sympathique, elle a l'air d'être votre meilleure amie et vous pourriez la croiser au 7-Eleven, là, en passant, vous ne vous méfierez de rien du tout, alors qu'elle est absolument incroyable. Dans quel cadre est-ce qu'elle effectue ce type d'émission, par exemple au Darfour? Elle est avec les forces spéciales, elle est sur des... Bien sûr. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut... Déjà, il y a ce que je voulais... ça, c'est une première présentation. Maintenant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est un certain nombre de choses. D'abord, ne deviens pas espion ou espionne qui veut. Voilà. Comment est-ce qu'on devient espion? Bon, d'abord, il y a 2 types de profils dans ces agences de renseignement. Il y a les agents. Un espion est un agent. Un agent n'est pas forcément un espion. Il y a les agents. Dans les agences de renseignement font du renseignement. Le renseignement, ce n'est pas de l'espionnage. Vous connaissez la différence? Je vais vous la donner. Renseignement, c'est que vous captez toutes les informations que vous allez trouver. À Miami, comment s'appelle le consul général du Canada? À Miami, qui sont les meilleurs amis, l'entourage du maire de Miami? Qui sont les gens importants dans la ville? Qui sont les décideurs? Qui sont les gens les plus riches? Les gens quel type de religion vit ici? Voilà. Ça, c'est du renseignement, c'est en source ouverte et ça vous permet d'avoir déjà une connaissance du pays, savoir un peu quelles sont les forces en présence, quel est si vous voulez, quel est l'ADN du pays auquel vous vous intéressez. Voilà, ça, c'est du renseignement. L'espionnage, c'est autre chose. L'espionnage, c'est la soustraction frauduleuse d'une information. Ça, c'est pas pareil.
L'espionnage, ça consiste à aller soustraire frauduleusement, donc voler, un papier, un film, un microfilm, une photo, une information qui n'est pas normalement censée être dans le public, qui n'est pas censée être rendue publique et qui n'est destinée qu'à certaines personnes. Ça, c'est de l'espionnage. Donc, dans les agences de renseignement qui font du renseignement, qui attrapent des informations partout, on écoute les conversations, on écoute ce qui se dit. Ça, c'est normal, tous les pays du monde entier le font. Il y a des gens qui sont des agents, des analystes, et il y a des officiers traitants. Donc ça, c'est différent. Les officiers traitants, eux, sont déjà des gens qui ont un certain nombre de qualités, qui sont assez gradés dans leur métier, qui ont déjà de l'expérience et qui vont être déployés sur le terrain. Donc en tant qu'officier traitant, on va vous envoyer dans tel pays dont vous parlez la langue, ou que vous connaissez bien pour l'avoir bien étudié, et là-bas, votre métier va consister à recruter des sources. Le métier d'un officier traitant consiste à recruter des sources sur place. Quelqu'un qui va accepter de donner de l'information. Un bon officier traitant est quelqu'un qui va réussir à recruter des gens qui vont lui donner de l'information stratégique pour les intérêts français, les intérêts de la nation France. C'est la même chose pour la CIA et pour les autres. Et qui en plus arrivera psychologiquement à lui faire croire qu'en fait il ne trahit pas en faisant ça. Parce qu'en fait, la personne qui donne des informations sur son pays, quelque part, elle trahit. À une puissance étrangère, elle trahit, c'est clair. Mais on arrive, voilà, l'officier traitant arrive, où elle arrive à faire croire à cette personne, enfin à lui dire qu'elle fait le bien en faisant ça. C'est assez facile quand on a affaire à une puissance malfaisante. Si vous êtes un officier traitant dans un pays épouvantable, qui est une dictature de la pire espèce, qui maltraite terriblement ses populations, il est vrai que vous pouvez, comment dirais-je, par la justesse de votre discours, convaincre quelqu'un que les informations que cette personne pourra vous transmettre vont être transmises à une démocratie qui fera en sorte d'aider les populations en souffrance ensuite en faisant chuter le régime en question. Mais voilà le travail d'un officier traitant. Donc, un espion, c'est quelqu'un qui va rassembler dans le monde entier, ou en tout cas dans les zones où il sera déployé, des informations qui ne sont pas de source ouverte et qu'il va devoir collecter en trouvant des sources et en trouvant des gens qui vont accepter de lui donner les plans de l'usine d'armement, la traduction de la conversation d'hier soir de l'ambassadeur avec tel marchand d'armes. Ça, c'est de l'espionnage. Voilà. Vous avez... Pardon. Vous avez aussi des agences sous couverture, ce qu'on appelle des agences Alors, il y a aussi des... Qui sont déployés soit sur des théâtres d'opération, soit dans des pays qui sont totalement en paix, mais où on peut pratiquer Alors, l'espionnage. il y a des agences sous couverture, c'est le fameux Bureau des légendes, pour ceux qui ont vu, qui ont vu Madame l'a vu, la série, mais il y en a de moins en moins, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre, c'est très simple. Donc, comme je vous l'ai dit, je reprends votre exemple. Donc, à partir de demain, je vais m'appeler Nathalie Dupont, et puis je vais être architecte, et je travaillerai à Miami comme... et je dirais que je suis canadienne. Il faudrait que je prenne l'accent québécois, mais bon, c'est pas impossible, je pourrais faire ça. Eh bien oui, mais depuis quelques années, qu'est-ce qu'il y a qui a bouleversé nos vies? L'intelligence Internet. artificielle, oui. Et puis l'intelligence artificielle. Donc, n'importe quelle andouille en France va aller poster une photo de ma classe quand j'étais en CM2 sur Internet. Et donc, on va retrouver ma photo un jour sur Internet, sur le site Copain d'avant, avec la petite tête de Marie-Laure Buisson quand elle avait 6 ans, avec marqué que c'est bien Marie-Laure Buisson, que c'est pas Nathalie Dupont et qu'elle n'est pas architecte et elle n'est pas canadienne. Donc c'est de plus en plus compliqué pour nous d'avoir des gens sous légende. Et de plus en plus, ce que font maintenant les agences de renseignement, c'est qu'elles envoient les gens avec leur personnalité et leur background, sans dire évidemment qui ils sont. Ça, oui, on choisit un autre métier, mais on change pas leur identité. D'autant plus que maintenant, il y a les fameux systèmes d'intelligence artificielle, reconnaissance biométrique. Il suffit que vous ayez borné une fois, dans un aéroport, on a pris votre visage
vous savez ce que c'est que l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale biométrique. On a tous un écartement entre les yeux qui nous est spécifique. Vous pouvez changer de couleur de cheveux, vous pouvez vous refaire faire le nez, vous pouvez augmenter vos lèvres, vous pouvez faire 25 liftings, vous pouvez faire ce que vous voulez, faire changer votre forme d'oreille. Il y a une chose qui ne changera jamais, jamais. C'est l'écartement spécifique que vous avez entre les yeux. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître les gens. Une fois qu'on sait, qu'on a le doute, qu'on se dit cette personne doit correspondre à un tel, c'est comme ça qu'on arrive à savoir que c'est la bonne personne. Voilà. Donc de plus en plus, les agents qu'on envoie sur le terrain, on les envoie avec leur vraie carte d'identité, leur vraie identité. En revanche, en effet, ils choisissent, enfin, ils ont un métier qui n'est pas, ils ne disent pas évidemment qu'ils travaillent pour la DGSE et que leur adresse professionnelle, c'est Boulevard Mortier. C'est même assez exceptionnel, parce qu'il y en a, parlant de double vie, qui se réinventent une carrière. On les oblige à réinventer. Je pense à la photographe, je pense à celle qui a appris plusieurs langues, etc. Alors, on va commencer à parler de mes espionnes. Si on peut, je ne sais pas, c'est peut-être... Je vais le faire. Oui. La première... Alors, j'ai décidé de commencer mon livre avec une espionne absolument incroyable, qui était une espionne allemande. C'est la première, en fait, dans les années 30. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un peu daté. Vous voyez que ça correspond clairement avec le chapeau-cloche. Non, c'est d'ailleurs pas un chapeau-cloche, mais ça correspond aux années 30. Cette femme, je vais vous demander juste de vous concentrer 5 minutes et d'essayer d'imaginer la scène que je vais vous décrire. Nous sommes le 29 août 1949. Nous sommes au Kazakhstan, devant une plaine déserte. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. On n'entend rien, même pas les ailes d'un moineau. Devant, il y a des savants qui sont tous habillés en blanc, dans des combinaisons étranges, qui ont l'air de bouger, qui sont à côté d'un engin et qui tout d'un coup vont se cacher derrière un parapet d'observation. À l'heure prévue par Moscou, il y a une explosion extraordinaire qui se produit dans le ciel, qui déchire l'atmosphère, et un champignon de fumée apparaît devant les yeux de tous ces savants qui regardent ça sous leur masque blanc d'observation. Nous sommes le lundi 29 août 1949 et Staline vient de tester sa première bombe atomique. Harry Truman, le président américain, est instantanément prévenu par la CIA. Le pape Pie XII est paniqué. Il appelle l'Est et l'Ouest à en finir avec ces engins de mort qui vont détruire la planète. Et il y a même un article dans l'Osservatore Romano du pape disant qu'il faut en finir avec ça. Ce même jour, ce même lundi 29 août 1949, il y a une jeune mère de famille, jeune, 38-40 ans, mère de famille, qui virevolte dans sa cuisine en Angleterre. On est dans les Cotswolds, dans le village de Great Allright. Elle est charmante, cette mère de famille. Elle est habillée avec une jolie robe à fleurs, elle a un joli tablier, et elle virevolte en mettant des assiettes fleuries qu'elle a achetées il n'y a pas longtemps à la kermesse du presbytère, à côté, anglais. Et puis, elle pousse le livre de messe, parce que bien sûr, elle va à la messe tous les dimanches, et tout le monde dans ce village adore sa jolie voix de rossignol, et elle chante très bien. Et elle appelle ses enfants pour qu'ils viennent pour le goûter, manger les délicieux scones qu'elle vient de leur faire cuire. Sauf que cette femme, qui dit s'appeler Madame Burton, ne s'appelait pas Madame Burton. Cette dame n'est pas anglaise. Cette dame ne fait pas des gâteaux comme métier dans la vie. Cette dame est un officier du renseignement soviétique. C'est la meilleure arme dont Staline ait jamais disposé à l'Ouest. Cette femme est colonel dans l'armée rouge. Son nom de code, c'est Sonia. Son vrai nom, c'est Ursula Kuczynski. Et c'est elle qui a donné à Staline les plans de la bombe atomique qui a explosé ce même lundi à Semipalatinsk. C'est l'histoire incroyable de cette femme que vous voyez là et qui commence quand elle avait à peine 30 ans. Pardon, je dis une bêtise, à peine 23 ans. Elle arrive à Shanghai. Alors Shanghai, est-ce que vous avez lu sur Shanghai des années 30 ? Il faut que vous lisiez au sujet de Shanghai des années 30 parce que c'était une ville incroyable. À l'époque, la Chine n'était pas encore communiste. Et Shanghai était
divisée parce qu'il y avait des concessions internationales à la suite des guerres d'opium. Il y avait des concessions qui avaient été données aux Anglais, aux Français, aux Américains. Et donc, il y avait ce qu'on appelle les Shanghai Landers, qui étaient les expatriés, un peu comme vous, des expatriés qui vivaient à Shanghai. Et cette ville, pardonnez-moi pour pardon my French, comme on dit, cette ville était appelée la putain de l'Orient, parce que c'était une ville de toutes les dépravations. C'est là où on vendait de l'opium à n'en plus pouvoir. Il y avait plus de 30 000 prostituées qui vivaient dans cette ville. Ça grouillait toute la journée et c'était surtout la ville de l'espionnage avant tout. Et surtout dans les années 30, qui sont les années d'Ursula Kuczynski, à ce moment-là, on assiste à la montée, 1, du communisme d'une part et 2, du nazisme d'autre part. Et donc, tout ce petit monde s'espionne dans cette ville de Shanghai où il y a tellement d'expatriés et tellement de gens importants qui sont là-bas pour les intérêts en Asie de toutes ces grandes puissances. Et la voilà qui, elle, arrive là avec son mari qui est, comme elle, un jeune architecte berlinois. Ursula est allemande. Et Ursula a une autre particularité qui n'est pas négligeable dans ces années 30, puisqu'elle est allemande, elle est juive. Et elle est évidemment catastrophée par la montée du nazisme. Elle voit arriver Hitler qui sera bientôt au pouvoir et donc elle choisit de partir pour Shanghai. Elle part pour Shanghai avec son mari. Et quand elle arrive là-bas, elle est enceinte de 7 mois. Et elle rencontre une femme, une américaine, qui, comme elle, a des sympathies pour le marxisme. Parce que Ursula vient d'une famille bourgeoise, très lettrée. Son père a la plus belle bibliothèque de Berlin avec 50 000 livres et toute la famille est très attirée par les thèses marxistes. Et quand elle arrive là-bas, elle rencontre une Américaine qui, elle aussi, est attirée par les thèses marxistes. Et cette Américaine est déjà une espionne. Elle ne le sait pas, Ursula. Elle a 23 ans. Encore une fois, elle est enceinte jusque-là. Et un soir, Agnès, cette Américaine, lui dit « Est-ce que tu peux me rendre un petit service dans ta maison? J'ai besoin que tu accueilles quelqu'un. Ne me demande pas qui c'est. Fais-le. » À 5 heures, un homme va venir sonner à ta porte et tu vas lui rendre service. Tu vas le cacher pour un moment. 5 heures, la porte sonne. Elle ouvre la porte. Et là, Ursula Kuczynski tombe éperdument amoureuse, alors qu'elle est enceinte de 7 mois, d'un homme superbe, sublime, qui s'appelle Richard Sorge, qui est allemand, et qui n'est autre que l'homme que Ian Fleming a utilisé comme modèle pour décrire son personnage de James Bond. Il est très beau, il a des yeux magnifiques, il boit comme un trou, il adore les bolides de course, et il fait des galipettes avec toutes les jolies femmes qu'il rencontre, toutes. Et donc, elle tombe folle amoureuse de lui, et c'est lui qui va la recruter. Il est communiste, il travaille pour l'URSS, et qui va la faire rentrer dans ce monde de l'espionnage. La suite, je ne vous la raconte pas, parce qu'elle est palpitante, vous allez voir. Je ne peux pas tout vous raconter, mais voilà. Est-ce que vous voulez qu'on défile oui. les espionnes? Très bien. Alors, il y en a une autre aussi qui m'a beaucoup touchée, que j'aime beaucoup, c'est Sylvia Raphael. Est-ce que vous avez entendu parler déjà de Sylvia Raphael? Non? Alors, Sylvia Raphael est absolument incroyable. C'est elle. Et ça, c'est une photo prise à Paris, à côté, pour ceux qui connaissent Paris, à côté de la maison de la radio. Sylvia Raphael est sud-africaine. Son papa est d'origine ukrainienne, il est juif. Sa maman est vraie sud-africaine d'une famille de bourgs descendants hollandais, protestantes. Et techniquement, c'est important pour la suite de l'histoire, elle n'est pas juive, puisque sa maman n'est pas juive. Elle est d'ailleurs élevée comme une petite protestante. Elle fait sa communion dans l'église réformée protestante de Graaff-Reinet. Elle fait sa première communion là-bas. Et elle est élevée comme une protestante. Sauf que quand elle a 23 ans, elle se dit « Tiens, mais j'aimerais quand même connaître ce peuple juif que je ne connais pas, parce que je sais que mon père a des origines. Donc j'aimerais aller en Israël. » Et la voilà qui part pour Israël. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce qui est assez facile à faire pour elle. Elle va donner des cours d'anglais. Et elle va trouver une roommate qui va l'accueillir dans son appartement. Et voilà que Sylvia, qui est une grande femme, une belle femme, qui a beaucoup de classe, qui a beaucoup de branches, arrive là-bas et commence à donner des cours d'anglais. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que le Mossad l'a déjà repérée. Ils ont déjà vu qui était cette fille. Ils ont déjà vu l'attrait qu'elle avait sur les hommes. Ils ont déjà vu qu'elle avait un potentiel incroyable. Et donc, assez rapidement, ils vont commencer
la circonvolution à lui tourner autour, jusqu'à un jour lui demander si elle accepterait de faire quelque chose pour l'État d'Israël, quelque chose d'important. Et elle dit oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, dit-elle, j'aime tellement le peuple juif, je suis tellement fascinée par le peuple de Moïse, que j'aurais voulu en fait faire mon service militaire en Israël, parce qu'elle pense qu'il s'agit de cela. Elle dit, mais je ne peux pas puisque je ne suis pas juive et qu'il faut être juive pour faire son service militaire en Israël à l'époque. Et donc, elle dit, donc, vous me demandez de faire quelque chose d'important pour Israël, mais je ne pourrais pas le faire. Et à ce moment-là, le monsieur qui est en face, qui est en fait un recruteur du Mossad, lui dit, mais tu sais, peut-être qu'on va quand même te trouver quelque chose à faire. Et là, voilà qui commence un entraînement invraisemblable. Je ne vous le raconte pas, vous le lirez, mais l'entraînement est absolument dingue. Et elle va être recrutée par le Mossad, qui, pour le coup, va lui dire, maintenant, tu vas choisir une légende. Et là, voilà, qui part pour le Canada, ouest du Canada, en terre anglophone. Le Mossad a volé le passeport d'une Canadienne qui s'appelait Patricia Roxborough. Et donc, on lui donne le passeport de la Patricia Roxborough en question. On change la photo, on lui dit, bah maintenant, à partir de maintenant, tu t'appelleras Patricia Roxborough. Tu ne t'appelles plus Sylvia Raphael. Tu n'es plus sud-africaine, tu es canadienne. Tu viens de Vancouver. Et puis, à partir de maintenant, tu vas être photographe de mode. Pardon, photographe de presse. Alors, on dit, mais moi, je ne sais pas prendre des photos. À l'époque, il n'y a pas les iPhones, les gens ne sont pas habitués, c'est quand même un vrai métier. Tu as 6 mois pour t'entraîner, Sylvia. Et là, voilà qui commence à s'entraîner, à prendre des cours, comment prendre une photo, quelque chose de très professionnel. Et le fait est qu'au bout de 6 mois, elle est recrutée à Paris par une des plus grandes agences de presse du monde entier, une agence qui s'appelle Dalmas, qui est tenue par un type qui est un trotskiste, qui n'est autre que le cousin germain du prince régnier de Monaco. C'est amusant. Et ce type-là la recrute, et ce type-là travaille avec son agence, avec Life Magazine, Paris Match, tous les plus grands magazines du monde entier. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle va être recrutée? Eh bien, Sylvia va être envoyée sur tous les théâtres de guerre et dans tous les endroits où il y a des accrochages militaires et des problèmes. Et essentiellement, ce qui va l'intéresser le plus, et là où elle va le plus avoir envie d'aller, c'est évidemment au Moyen-Orient. Et là, voilà qui part au Moyen-Orient et qui va devenir très amie avec Hussein de Jordanie, qu'il adore, qu'il la trouve divine et qui lui fait beaucoup de confidences. Elle va devenir très amie avec le Shah d'Iran, qu'il adore, qu'il la trouve divine et qui lui fait beaucoup de confidences. Et tous ces messieurs qui sont à la tête de ces pays qui sont stratégiquement très importants pour la survie de l'État d'Israël vont lui faire des confidences et des confidences. Et c'est même elle qui va faire les photos de famille du Shah d'Iran et de la Shah Banu. Toutes les photos de famille de la naissance de leurs derniers enfants sont signées Patricia Roxborough, Astérix, espionne du Mossad, ce qu'ils ne savaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas. Et puis, je ne vous raconte pas la suite, mais un jour, nous sommes le 5 septembre 1972, Patricia est à Paris, elle allume sa télévision et elle voit ce que certains d'entre vous ont vu, prise d'otage à Munich lors des Jeux Olympiques. La délégation israélienne a été attaquée par un groupe qui s'appelle Septembre Noir, à la tête duquel se trouve un homme qui s'appelle Ali Hassan Salamé, le fils spirituel de Yasser Arafat. C'est lui qui a commandité cet attentat, c'est lui qui a commandité la prise d'otage des athlètes israéliens et ils vont presque tous mourir ce jour-là. Et donc, Sylvia, à ce moment-là, est appelée par Tel Aviv qui va lui dire « Sylvia, tu prends tes affaires et tu vas commencer l'opération Colère de Dieu, qui est l'opération pour retrouver tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette prise d'otage. Et comme vous le savez, le Mossad est un des meilleurs services de renseignement au monde. Ils vont les retrouver tous les uns après les autres. Je ne vous raconte pas la suite, mais c'est l'épopée de Sylvia Raphael qui est absolument incroyable. Alors ceci est intéressante parce qu'elle est recrutée d'une façon un peu différente. Oui. Peut-être que ça vous donnera l'occasion Vous de nous arrivez à lire là où expliquer, je vous gêne, non? de nous Alors, expliquer un petit peu les différences Kim des pays. Yoon-hee est incroyable. Alors, son nom de famille, c'est Kim, et son prénom, c'est Yoon-hee. C'est une jeune fille, cette histoire est absolument poignante. C'est une jeune fille qui est nord-coréenne. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Corée du Nord, une fois que vous aurez lu mon livre, vous aurez une petite idée de l'enfer
qu'est la Corée du Nord. Je crois que c'est un des derniers pays les plus atroces qui soient. C'est une prison à ciel ouvert, il n'y a pas de nourriture. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 62% des enfants qui sont en état de rachitisme selon l'ONU. Voilà. Je rappelle, petite parenthèse, que Kim Il-sung, qui est le potentat local régnant et dictateur, est lui obèse et a été élevé dans un pensionnat en Suisse. Voilà. Donc, Kim Yoon-hee est une petite jeune fille très, très vive, très intelligente, qui ne connaît rien d'autre que sa Corée du Nord natale. Et dès l'âge de 3 ans, comme tous les enfants nord-coréens, eh bien, elle est mise au pas, et ça n'est pas une expression, c'est au sens littéral du terme, on met au pas les enfants dès l'âge de 3 ans, ils sont embrigadés à l'école, on leur fait chanter des chants patriotiques, on leur fait apprendre un certain nombre de, comment dirais-je, une sorte de profession de foi, d'amour pour le grand leader qu'ils doivent réciter par cœur. Elle doit réciter par cœur. Voilà, il y a des séances d'auto-dénonciation dans les écoles. Ça, les communistes adorent ça. En général, c'était la même chose dans les camps du Viet Minh. Il faut s'auto-incriminer. Voilà. Il y a des séances où on demande aux enfants de 3 ans de dénoncer leurs petits camarades. Et un jour, elle dit, mais attendez, moi, je ne peux pas dénoncer mon amie à côté, elle n'a rien fait. Eh bien, c'est pas grave, trouve quelque chose pour la dénoncer. Voilà l'ambiance dans laquelle elle vit et voilà ce qu'est le régime de Corée du Nord. C'est une femme qui est très belle, c'est important de le dire, et c'est une femme qui est très douée, notamment en matière d'arts martiaux. Vous voyez, cette charmante petite poupée que vous voyez là, pardon, quand je dis poupée, ça n'est pas désagréable, je la trouve merveilleuse, elle est capable de tuer un homme à main nue. C'est une experte en arts martiaux exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc elle est recrutée dès l'âge de 17 ans par l'État qui a vu en elle un potentiel et qui décide donc un soir de débarquer chez ses parents et de lui dire maintenant tu viens à l'école des espions de Samsung, direction nord du pays. C'est l'horreur, hein. C'est comme le nord de la Corée du Nord, c'est comme la Sibérie, hein. C'est pas Miami, hein, je peux vous dire, c'est bon. Et la voilà qui pendant un certain nombre d'années va être entraînée par les maîtres espions de la Corée du Nord, avec en même temps un endoctrinement psychologique très puissant, avec en permanence un binôme. Pourquoi un binôme? Parce que quand vous vous entraînez, si jamais vous dites quelque chose contre l'État, l'autre vous entend et va vous dénoncer. Donc au fur et à mesure, on écrème, comme ça, ceux qui ne sont pas suffisamment dans la ligne du parti. Et elle va être sélectionnée pour une opération très importante, puisque plus personne ne s'en souvient, mais à un moment, la Corée du Sud, ennemie jurée des Coréens du Nord, qui les haïssent, la Corée du Sud va être l'hôte des Jeux Olympiques. Et la Corée du Nord est folle de rage. Et à cette époque, Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel Kim Jong-il, oui d'ailleurs j'ai dit Kim Il-sung tout à l'heure, c'est Kim Jong-il, voilà, Kim Il-sung donne l'ordre avec son fils, il donne l'ordre à cette jeune femme de provoquer un attentat majeur contre un avion sud-coréen, afin de discréditer la Corée du Sud et de faire en sorte qu'elle ne puisse plus être l'hôte des Jeux Olympiques à venir. Voilà. Son histoire est absolument bouleversante, et ce qu'il y a, je crois, de plus bouleversant, c'est le fait que, je ne peux pas vous raconter les choses, mais un jour, elle va comprendre la vérité. Un jour, elle va comprendre que ça n'est pas normal de manger de la viande qu'une fois par mois. Elle va comprendre un jour que non, les capitalistes ne sont pas des porcs infâmes. Elle va comprendre beaucoup de choses comme ça et en fait, toutes ces illusions vont tomber et elle est extrêmement émouvante comme femme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, Oui ? Oui, madame. Ces personnes dont vous parlez là, elles sont vivantes maintenant ? Oui, elle est vivante. Elle est vivante. Alors, oui, merci madame, très bonne question. Alors, elle est vivante. Elle vit maintenant en Corée du Sud. Je ne veux pas vous raconter l'histoire, mais elle vit en Corée du Sud et elle vit sous alias, c'est-à-dire sous un faux nom, sous une fausse identité, avec en permanence 6 gardes du corps autour d'elle. Parce que la Corée du Nord veut sa peau et ils ont juré qu'ils la tueraient et si elle sort, elle sera tuée. Voilà. Pourquoi a-t-elle accepté alors de vous parler, sachant qu'il y aurait certainement des... Il faut lui demander, madame. Elisabeth, une question. Oui, en parlant
parlé de prescription, vous disiez donc personne ne peut savoir sauf la famille la plus proche, mais est-ce qu'il y a une fin de la période de prescription de Non. leur vivant? 100 ans. La fin, c'est simplement quand ils sont plus Très bonne question, merci madame. Comment dirais-je, l'incrimination pour laquelle on peut vous traduire en justice si vous révélez des secrets que vous ne deviez pas révéler en tant qu'agent de la DGSE ou de la DGSI, ça s'appelle la compromission. C'est le nom exact, c'est la compromission. Et la compromission ne s'éteint qu'au bout de 100 ans. Et ma deuxième question, c'est pourquoi la DGSE ou DGSI ont accepté que vous rencontriez des espionnes, des personnes. Est-ce que c'est pour inspirer d'autres personnes? Est-ce que vous avez besoin de recruter? Eh ben, je pense que oui, madame. Je pense que oui. Moi, c'est moi qui ai fait la démarche d'aller les voir parce que depuis toujours, je rêvais de d'écrire un livre sur ce monde. Et je voulais écrire un livre qui soit au plus proche et le plus véridique possible et au plus proche de ce que sont vraiment ces personnes dans leur âme, dans leur peine, dans leur joie, dans leurs angoisses, dans leurs peurs, parce que comme nous, ils sont comme nous, ils ont les mêmes vies que nous. Simplement, ils sont entraînés et ils sont passés par un certain nombre de techniques, si vous voulez. Mais à part ça, ce sont des gens comme nous. Donc, oui, pour répondre à votre question, je pense que la raison pour laquelle, en tout cas la DGSI, c'est certain, la raison pour laquelle ils ont accepté de me faire rentrer dans leurs locaux, et j'ai passé j'ai eu plus de 25 rendez-vous à Levallois à la DGSI, la raison pour laquelle ils ont accepté, c'est parce qu'ils ont aussi besoin de recruter. Et que mon premier livre, alors vous me forcez, mais mon premier livre, Femmes combattantes, avait assez bien marché. Et évidemment, comment dirais-je, a séduit un public qui évidemment est attiré par ce genre de métier, ou en tout cas par les valeurs que porte ce genre de métier. Et donc ça les a intéressés de se dire que j'allais écrire un livre, raconter la vie de ces femmes pour éventuellement, entre guillemets, évangéliser et permettre le recrutement d'autres candidates. En même temps, c'est compliqué, parce que ce n'est pas un métier comme les autres. Et Non, quelque part, aucune d'entre elles n'était destinée à ça. Non, mais en fait, Des rencontres, ce sont des rencontres. Alors, en fait, il faut savoir quand même que la DGSE organise des concours chaque année. Si vous voulez rentrer à la DGSE, vous pouvez. Il y a des concours qui sont organisés pour ça. Ils vont chercher, comme je le disais tout à l'heure, des traducteurs, des spécialistes de langue rare, des ingénieurs en armement, des spécialistes du nucléaire. Ils vont chercher des gens qui savent lire des images satellites, des spécialistes de l'analyse satellitaire. Tout ça, ils en ont besoin. Ils ont besoin de ce type de gens-là. Bon. Il y a aussi beaucoup de recrutement interne au sein des armées. Et il y a de recrutement interne au sein des armées, absolument, parce qu'il y a du... Voilà. Au service action de la DGSE, il y a énormément d'anciens militaires qui étaient dans la régulière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, qui ensuite rentrent au service action après. Bon. Bien sûr, ça bouge comme ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, il y a de temps en temps le spontané. Moi, j'ai rencontré un espion de la DGSE qui m'a dit, moi, j'étais à la fac de droit et ça s'est passé comme dans les films. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai senti une main sur mon épaule, je me suis retournée, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu aimerais rentrer à la DGSE? Ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors, il y en a une... Est-ce que je peux vous poser une question encore sur les agents étrangers sur les agents de la DGSE et de la DGSI que vous avez interviewés? Est-ce qu'il n'y a pas pu y avoir une forme de... Elles ont dû être briefées avant? Bien sûr. Il doit y avoir une forme de censure, j'imagine. Bien si sûr. on veut que ça fasse de la publicité, Bien sûr. Peut-être pas tout raconter non plus. Bien sûr. Alors d'abord, elles ont été briefées avant. Deuxièmement, tout a été enregistré. Troisièmement, on avait un accord sur l'honneur. Alors j'étais assez fière, je dois dire, parce que normalement, les rares fois où la DGSE travaille avec des journalistes, on signe toujours un contrat d'engagement à ne pas révéler, pas divulguer. Et vous êtes obligé de signer quelque chose. Moi, ça a été sur l'honneur, poignée de main, dans les yeux, droit dans les yeux. Je leur ai dit, vous relirez tout ce que j'ai écrit et corrigez les fautes d'orthographe au passage. Non, je rigole. Vous relirez tout ce que j'ai écrit et s'il y a des choses qui vous gênent, je les retirerai. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien qui puisse mettre en danger ni quoi que ce soit. Je ne vous cache pas, bien sûr, je préfère vous le dire. D'ailleurs, j'ai mis un petit avertissement. Pour le portrait de Christine que vous avez vu tout à l'heure,
j'ai maquillé un certain nombre de choses avec leur accord, évidemment, enfin, je veux dire à leur demande, des dates, des lieux, des choses comme ça, pour pas qu'on la retrouve, pour pas que... Oui, bien sûr, mais le corps de l'histoire, la technique, elle est vraie. C'est le modus operandi de la DGSE. Ça se passe comme ça. Voilà. Ça touche d'ailleurs à votre forme d'écriture, je trouve, qui est assez remarquable. Merci. Parce que tout est vrai, oui. En fait, ou en tout cas tout ce que vous pouvez raconter de vrai est vrai. Et alors bien sûr, vous ne savez pas si elle s'est brossé les dents à 9h du matin, mais on la voit des fois, je prends un exemple, se brosser les dents dans un... Et alors on y est, on vit avec, on respire avec ces héroïnes, parce que c'est ces espionnes héroïnes. Et je pense que votre forme de biographie est vraiment, vraiment palpitante. Merci. Voilà. Alors, par exemple, pour Justine, qui est donc l'espionne de la DGSI, alors, la DGSI, c'est un petit peu particulier parce que ce ne sont pas tout à fait des espionnes au sens CIA, MI6, DGSE, sont des femmes qui sont plus des agents discrets que des agents secrets. Et le portrait de Justine ouvre avec l'attentat de Bali. Est-ce que vous vous souvenez qu'à Bali, en 2002, 1 an, 1 mois, 1 jour après le 11 septembre 2001, donc le 12 septembre 2002, il y a un attentat cataclysmique dans la ville de Kuta, à Bali, et qui est revendiqué par la Jemaah Islamiyah, qui est la franchise d'Al-Qaïda en Indonésie. Voilà. C'est un certain Amrozi qui est à l'origine de ça. Bon. Il y a des morts français et Justine, en tant qu'agent de la DGSI, est déployée, est envoyée à l'extérieur de l'Hexagone, alors que normalement le terrain de jeu de la DGSI, ça n'est que l'Hexagone, c'est l'intérieur des frontières, mais il se trouve que quand il y a des morts français quelque part, ne serait-ce qu'un mort quelque part dans le monde, la DGSI, service secret intérieur français, est compétente pour aller enquêter à l'extérieur. Donc la voilà qui arrive là-bas. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup parlé avec la Justine en question, qui ne s'appelle pas Justine, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez là-bas? Et ça, c'est, dans le fond, le plus dur, ça n'a pas été tellement que ces femmes me racontent leurs opérations, puisqu'elles avaient été autorisées à le faire. C'est plutôt qu'elles se mettent à nu de leurs sentiments, de leur peur. Et je leur ai dit, mais quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites en premier? Et elles ne comprenaient pas pourquoi je leur posais la question. Mais moi, j'ai besoin de savoir pour rédiger mon portrait. Qu'est-ce qu'elle fait en premier? Qu'est-ce qu'elle porte? Est-ce qu'elle porte des bijoux? Est-ce qu'elle n'en porte pas? Qu'est-ce qu'elle aime porter? Quelles sont les odeurs qu'elle aime? Est-ce qu'il y a des choses qui la font pleurer? À quoi elle pense quand elle voit des victimes d'attentats? Comment est-ce qu'elle se remet d'une journée passée à la morgue de Kuta avec les pieds dans l'eau glacée? Pourquoi? Parce que pour conserver tous les corps calcinés, des centaines et des centaines de morts, hein, pour conserver tous les corps calcinés, comme il n'y a que 3 blocs frigorifiés à la morgue de Kuta, eh bien, l'Australie fait un pont aérien avec des avions qui envoient des centaines et des centaines de sacs de glace pour conserver les corps, alors qu'il fait 35 degrés à Bali. Donc, elle se balade au milieu des corps pour essayer de retrouver qui sont les Français. Et elle me dit, et à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer, ça m'a beaucoup émue. C'est là où j'ai atteint le cœur de mon espionne. J'ai réussi à trouver sa substantifique moelle. C'est qu'elle me dit, voilà, j'avais des baskets en toile. Et je marchais dans l'eau fondue, mélangée à du sang et du liquide physiologique. Et elle a passé plusieurs semaines comme ça, avec les glaces qui arrivaient d'Australie, de Sydney, de Melbourne, hop, et à retrouver un doigt, un morceau de hanche, machin, pour ensuite faire les analyses ADN et retrouver les Français qui avaient été pris dans cet attentat. Et évidemment, ensuite, elle va être chargée de retrouver les complices de cette branche indonésienne d'Al-Qaïda qui ont opéré à ce moment-là, et elle va être chargée d'enquêter en France, mais aussi à la fin, comme je vous le disais, elle va se retrouver sur la base de Bagram avec son fils qui l'appelle et qui pense qu'elle est à Cannes dans une fête avec des feux d'artifice. Voilà. Alors, puisqu'on est à Miami, on va terminer par l'américaine. Oui.
Oui, absolument. Alors l'américaine, on n'en a pas parlé. Justement, on parlait du mode de recrutement. Alors Amaryllis, elle est assez incroyable. Figurez-vous qu'Amaryllis, elle est mariée à un Kennedy maintenant. Elle est mariée au fils de l'actuel ministre de la Santé, Robert Kennedy. Voilà. Alors Amaryllis, c'est incroyable. Amaryllis a été espionne pour la CIA pendant plus de 10 ans. NOC, Non-Official Cover. Ça veut dire que si elle se faisait prendre, c'est comme dans Mission Impossible. Hein. Vous savez, on dit, si jamais vous êtes pris, on ne vous connaît pas, ben, c'est la même chose. Voilà. Elle était sous couverture, elle était censée être marchand d'art, et elle est allée en Asie du Sud-Est pour retrouver des marchands d'armes nucléaires. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, que moi-même d'ailleurs je ne savais pas. C'est qu'après le 11 septembre 2001, Al-Qaïda était triomphant. Vous vous rendez compte, le spectacle qu'ils avaient offert au monde entier, ils avaient mis à bas 2 tours qui étaient le symbole absolu de la puissance financière américaine, de l'hégémonie du grand Satan. Donc ils étaient triomphants. Et donc dans la foulée, Al-Qaïda a envoyé un message très clair au Pentagone en disant « Notre prochain attentat, c'est un holocauste nucléaire sur Manhattan. » Et moi, je ne le savais pas, je l'ai su grâce à elle. Et donc à ce moment-là, la CIA panique et ils se disent « Catastrophe, il y a des armes nucléaires, des mini-bombinettes, mais quand même, un truc qui, s'il explose, fait 100 000 morts quand même, hein, 100 ou 200 000 morts. » Donc ils se disent, bon, l'Union soviétique s'est effondrée, 90 par là, il y a des armes en circulation partout qui ont été vendues à droite, à gauche, par les Ukrainiens, par les, voilà, un peu dans tous les sens, par des types qui ne sont plus payés par l'État qui s'est effondré, et donc ils font du trafic d'armes pour essayer de trouver de l'argent. Voilà, les anciens militaires. Et donc, il y a des armes nucléaires, il y en a en circulation. Et donc, Amaryllis Fox va être chargée par la CIA, qui l'a recrutée à l'université de Washington quand elle avait 22 ans, une main sur l'épaule. Elle va être chargée d'aller trouver ces marchands d'armes nucléaires et racheter les bombes. Racheter le maximum de bombes nucléaires qu'elle trouve. Moi, je ne savais pas qu'une centrale de renseignement pouvait racheter de l'armement nucléaire en circulation. Eh bien, si. C'est ce qu'ils font, pour essayer de neutraliser tout ça. Et c'est ce qu'elle va faire pendant à peu près 10 ans. Et au bout de 10 ans, d'un métier comme celui-là, on change de vie, parce qu'on est épuisé, effondré, et on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir dans le mensonge toute une vie. C'est très compliqué. Donc ce sont des carrières qui ont un temps et qui, après, s'arrêtent. Alors ce que je voulais vous dire, juste pour conclure, parce que je pense que vous aurez peut-être des questions, il y a peut-être une question que vous auriez eu envie de me poser, c'est est-ce qu'il y a de nos jours une nation plus agressive que d'autres en termes d'espionnage? Alors, toutes les nations espionnent, il faut le savoir. Toutes les nations espionnent. Et je vais vous faire rire parce que même le Vatican, oui, même le Vatican a une centrale de renseignement, une centrale d'espionnage. Et je vais vous dire une chose, c'est même une des plus efficaces du monde entier. Forcément, puisqu'ils ont des congrégations dans tous les pays du monde. Donc de l'information, ils en ont partout. Là, il y a un monastère, là, il y a un couvent de religieuses, là, il y a une église. À mon avis, ce sont les mieux connectés du monde entier. Bon, mais est-ce qu'il y a une nation plus agressive au jour d'aujourd'hui? La réponse est oui. Clairement, la Chine. La Chine est très agressive. La Chine a une agence de renseignement qui s'appelle le Guangbu. Pardon, je le prononce probablement mal. Le Guangbu. Tout ça est évidemment très secret par définition. On pense qu'ils ont à peu près 100 000 agents. La réalité, c'est qu'il y a potentiellement 1,5 milliard de Chinois qui sont des agents de renseignement de l'État chinois. Pourquoi? Parce que la Chine utilise ses ressortissants à l'étranger comme espions et comme agents de renseignement. Et même si vous n'avez pas l'intention d'espionner quand vous êtes chinois, pour la Chine, je peux vous dire que si les Chinois viennent vous voir et vous disent maintenant, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu vas trouver les plans de ceci, les plans de la dernière voiture, tout, tu vas trouver telles informations, vous ne pouvez pas dire non, parce que si vous dites non, ils vont casser les jambes de votre grand-mère qui se trouve à Shenzhen. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est vrai aussi pour le Vietnam et pour tous ces pays asiatiques. Donc, pour ce qui concerne la France, que moi je connais bien, je peux vous dire que par exemple, nous avons été alertés il n'y a pas très longtemps
il y a quelques années, sur le fait que, étonnamment, c'est très bizarre, il y avait une nuée de jeunes Chinoises très jolies qui débarquaient en Bretagne à Brest. Alors, je ne sache pas que les Chinois aient un goût particulier ni pour les crêpes ni pour le Queen Amman, mais alors là, bizarrement, tout d'un coup, bon. Eh ben, qu'est-ce qu'on trouve à Brest, par ailleurs? Sous-marin nucléaire. Merci. Les sous-marins nucléaires d'attaque, SNA, et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et toutes ces petites jeunes filles qui allaient étudier à l'université de Brest, qui n'est pas connue non plus pour être le Oxford français, on est d'accord, eh bien le soir, elles sortent en boîte, elles rencontrent des marins, et on a vu une explosion de mariages entre des jeunes Chinoises et des marins français qui travaillent sur ces bateaux et qui travaillent sur ces sous-marins nucléaires. Voilà. Et donc ça, vous voyez, ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut veiller. Oui, monsieur. En plus, c'est la croissance de la Chine, peut-être un peu de l'agressivité de la Russie. Est-ce que les changements de la technologie, de l'intelligence artificielle, ça va beaucoup changer? Alors, c'est une bonne question. L'intelligence artificielle, alors, il y a clairement une course. En fait, la course entre les nations, elle se trouve où? Elle se trouve dans un point. La rapidité de l'acquisition de l'information. Celui qui est le premier à l'information. Où se trouve le satellite? Où se trouve l'armée d'un tel? Où sont les positions ukrainiennes? Où se trouve... C'est ça. Ça, c'est fondamental. Or, l'intelligence artificielle, en ce sens qu'elle permet de compacter à la vitesse de la lumière 1 million de documents différents, vous permet d'obtenir l'information le plus rapidement possible. Donc oui, l'intelligence artificielle est un avantage stratégique énorme pour qui sait s'en servir. Mais vous savez, il faut beaucoup se méfier parce que, je voudrais conclure là-dessus, peut-être que certains d'entre vous ont chez eux la machine qui s'appelle Alexa, la machine d'Amazon. Alexa, dis-moi, va réserver une table demain soir à tel restaurant. Alexa, dis-moi quel temps il fera demain. Bah, vous avez, sans le savoir, une espionne chez vous qui n'a pas de visage, mais si cette machine est retrouvée par quelqu'un et qu'elle est exploitée, eh bien on connaîtra absolument tout de votre vie. La même chose pour votre iPhone. Et voilà, la même chose pour votre iPhone. L'intelligence artificielle, ça peut être une arme très, très puissante pour la désinformation. Pour la désinformation également, et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup, monsieur, vous l'évoquiez, les Russes à l'heure actuelle, ils font beaucoup de désinformation en France, tout à fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai évoqué comme il fallait tout ça, je voulais vous partager cette passion que j'ai eue. Madame? Juste une question sur le bureau des régions. Oui. Est-ce que vous pensez que la représentation de la vie quotidienne des espions... Parfaite, parfaite. Alors, juste sur le bureau des légendes, pour ceux qui ont vu la série. Première saison, Éric Rochant, le réalisateur, écrit le scénario. Il s'entoure pour ça d'anciens agents de la DGSE qui lui décrivent tout, comme moi j'ai voulu qu'on me décrive les choses. Comment est la cantine à la DGSE? Qu'est-ce qu'on mange à la DGSE? Comment s'habillent en règle générale les espions? Quel type de cravate? Enfin voilà. C'est Al-Qaïda. Sont les Russes qui attaquent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ah, c'est quelqu'un qui est coincé dans l'ascenseur. Elle est allée voir. Ben oui, c'est peut-être quelqu'un qui est coincé. Bon, Alors, on va juste terminer. Parce que... Oui, je finis. Donc, première saison, il s'entoure d'anciens espions et il cherche à avoir des renseignements de la part de la DGSE. Et la DGSE dit, nous, on ne collabore pas avec ce genre de choses, donc on ne vous dira rien. La première saison passe à la télévision, carton planétaire, ça marche super bien, c'est extraordinaire, c'est fantastique et tout. Du coup, la DGSE se dit, mais c'est très très bien pour notre recrutement tout ça, ça lui fait une grande publicité. Et du coup, pour la saison 2, porte ouverte, venez ici. Et donc, ils les ont fait venir et ils leur ont donné toutes sortes d'informations. Voilà. Et avez-vous eu une proposition de série France Télévisions m'a approché déjà pour le portrait de Sylvia Raphael et ensuite pour tester déjà un portrait. Ils vont faire une émission sur Sylvia Raphael et ensuite d'autres s'il y a de l'audience pour ça. Je pense qu'il y aura de l'audience. Je voulais juste vous demander, à part Sonia qui doit être décédée, j'imagine, oui. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer les 3 autres espionnes étrangères dont vous parlez?
Oui, la nord-coréenne. Amaryllis Fox, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment rencontrée, je l'ai croisée rapidement, je lui ai dit bonjour, mais je ne l'ai pas débriefée au sens, voilà. J'aimerais pouvoir le faire, mais non. Et j'ai rencontré les Françaises. Et Sylvia Raphael et Ursula Kuczynski, Sonia, sont mortes. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en Marie. prie.